Nous avons donc choisi ce soir de questionner les représentations des connaissances du monde végétal, leur réalisation, leur utilisation entre hier et aujourd'hui, et une façon aussi d'explorer ensemble les différentes facettes, vous verrez, les facettes esthétiques et scientifiques de cet univers végétal, entre objets de luxe et archives précieuses, entre art et science. Ces illustrations sont le résultat de techniques diverses qui remplissent vraiment chacune un rôle dans la conservation de la mémoire et puis aussi dans cette conservation de la richesse des découvertes scientifiques. Alors avec nous, pour entrer dans cet univers, 3 invités. À mes côtés, Valérie Chanzigo, bonsoir. Vous êtes historienne des sciences, chercheuse associée au laboratoire Sphère et auteure notamment, parce qu'il y a beaucoup d'autres livres superbes à découvrir aussi sur cette histoire environnementale et nos relations avec le vivant et la nature. Mais je mentionne votre livre Histoire de l'illustration naturaliste, un livre édité chez Delachaux et Niestlé. À vos côtés, Alice Lemaire, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice des bibliothèques du Muséum et vous nous parlerez et vous nous montrerez des trésors aussi qui reposent dans cette bibliothèque notamment. Et Agathe Avermans, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes dessinatrice, illustratrice, dit-on, en dessin scientifique au Muséum national d'histoire naturelle. Alors, peut-être première question, basique mais en même temps importante, qu'appelle-t-on dessin naturaliste ou illustration botanique? Agathe. Si vous avez visité l'exposition, vous avez pu voir des dessins à la fois scientifiques, à la fois naturalistes et à la fois artistiques. Il y a plusieurs façons de représenter le végétal quand on veut l'illustrer, et notamment en dessin scientifique. Alors là, c'est un musella qui a été représenté plutôt artistiquement, c'est-à-dire qu'il est juste botaniquement, mais le focus a été fait sur une seule partie de la plante. C'est pas quelque chose qui va servir pour décrire une nouvelle espèce. Comme la plupart des planches, la planche de gauche par exemple, peut servir de description d'une nouvelle espèce. Donc qui là sera plus scientifique. Alors on comprend aussi qu'il y a différents types de supports, peut-être qu'on peut en parler, et donc qui nécessitent différentes techniques. Alors au niveau des supports, actuellement, on utilise énormément de choses. Avant, on utilisait plutôt la peau, donc sur velin, de l'aquarelle sur peau. On continue aussi, surtout par loisir, mais pour des représentations scientifiques dans le but de les illustrer dans des ouvrages de description de nouvelles espèces. Ça va plutôt être du dessin à l'encre sur du papier qui sera ensuite scanné et auquel on rajoutera les échelles et les lettrages. Et souvent, on a des représentations faites en couleur, donc à partir d'aquarelles qui vont représenter les espèces dont la couleur est essentielle à la description, où le texte ne suffira pas pour expliquer la couleur. Par exemple, quelque chose d'andrinople qui est entre le rouge et le orange, comme les bananiers qu'on a vus tout à l'heure. Donc il existe du dessin à l'encre, comme celui qui est au milieu. Alors ce sont des photos faites avec un téléphone, donc excusez-nous un peu de la qualité des photos. Mais sur le terrain, on fait avec ce qu'on a, ce qu'on peut, ce qu'on a dans les poches, et on s'adapte en général. Même si on a un pinceau, un crayon, un petit carnet et quelques feuilles. Vous emmenez quoi sur le terrain? Alors sur le terrain... un bloc un peu plus grand que celui-ci qui sert à noter tout ce qu'on voit. Ben là, sur la droite, j'ai aussi mon appareil photo pour pouvoir photographier toutes les parts d'herbier. Donc on va ramasser, récolter les espèces sur lesquelles on travaille. Et elles seront séchées. Donc on a des scientifiques, nous les dessinateurs, soit on fait des croquis sur place ou des prises de notes de couleurs avec un nuancier, soit on dessine directement quand on a le temps, le soir par exemple. Là c'est à l'hôtel, et donc ça sera des dessins qui sont faits à l'échelle directement par rapport à ce qu'on trouve et ce qu'on voit. Celui qui est au milieu, c'est sur un bateau, donc on essaie de dessiner comme on peut, mais c'est toujours bien plus joli et bien plus frais quand c'est dessiné d'après quelque chose de vivant. Parce que la photographie ne vaudra jamais une observation réelle d'une plante. Votre première illustration, Agathe, illustration d'espèces, c'était quoi et c'était quand?
Oh, ça date d'une vingtaine d'années. C'était pour Lucie Lalorge, pour un ouvrage sur les plantes succulentes de Madagascar. Et c'était la première fois que je faisais de l'aquarelle. Et donc les techniques aujourd'hui, alors on va bien sûr évoquer celles d'autrefois, mais en quoi sont-elles différentes ou en quoi repartent-elles aussi de ce qu'on faisait autrefois et comment est-ce que vous faites le choix de ces techniques selon vos besoins, peut-être de manière plus précise? Alors quand c'est une description pour une nouvelle espèce, ça va être en fonction de la revue dans laquelle ça va être publié. C'est-à-dire qu'il va y avoir un format spécifique. Et puis, c'est aussi à la demande du scientifique, en fonction de ce dont il aura besoin. Et ça dépend aussi de tout ce qu'on va avoir comme matériel, parce que on peut très bien dessiner sur place quand c'est quelque chose de frais, mais la plupart du temps, c'est aussi du travail de laboratoire à partir d'herbiers. Donc, il faut réhydrater. Quelquefois, on a de la chance, on a des photographies, on a des alcools, et dans ce cas-là, les végétaux sont encore en volume, tandis que quand c'est en herbier et qu'on n'a pas eu le bonheur de voir la plante, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il faut se l'imaginer ou regarder dans la même famille ce qui y ressemble et puis discuter avec le scientifique si on ne connaît pas bien l'espèce. Est-ce qu'il y a tant d'étamines? Est-ce que c'est plat? Est-ce que ça va être un peu plus gorgé d'eau, un peu plus gonflé? Est-ce que c'est normal qu'il y ait que 3 étamines? Voilà, tout est affaire de discussion parce que le dessin final va être une chimère en fait. Ça va être une chimère de toutes les informations qu'on va avoir. Les croquis qu'on aura fait sur place, les échantillons qu'on aura pris, donc qui vont être soit en herbier, soit en alcool, soit complètement séchés et pas forcément en très bon état. Et là, par exemple, c'est une dissection d'une inflorescence de bananier qui a été conservée dans l'alcool. Donc là, ça va être beaucoup plus facile pour pouvoir observer et découper, pour pouvoir regarder à la loupe binoculaire et ensuite compter toutes les parties, mesurer toutes les parties et pouvoir les redessiner en volume. Alors, le dessin scientifique, est-ce qu'il doit être artistique ou technique, ou les deux à la fois? Ou est-ce que effectivement vous ne produisez pas le même dessin selon le but, l'objectif? Alors j'essaie de toujours faire en sorte que ce soit juste botaniquement et puis que ça soit pas trop moche. Mais le dessin qui sera plus artistique ne va pas forcément être un inventaire de toute la morphologie de la plante. Il ne va pas servir de descriptif. Ça peut être qu'une seule partie de la plante qui va mettre en valeur cette plante-là. On n'est pas obligé de dessiner la totalité. Tandis que si c'est un dessin scientifique, si c'est une planche botanique scientifique qui va servir de première description à la plante, c'est-à-dire qu'en fait, la plante, tant qu'elle n'a pas été nommée, tant qu'elle n'a pas été décrite et qu'elle n'a pas été décrite par un scientifique qui va dire, ben voilà, elle mesure tant, elle est à tel endroit, on a tant d'étamines, elle est différente des autres parce qu'elle a ci et ça au niveau de l'anatomie, tant que cette planche-là n'a pas été faite, la plante n'existe pas, elle n'a pas de nom. Il y a des plantes qui vont être détruites et supprimées, qu'elles n'auront pas encore de nom. Donc le dessin scientifique va servir de première illustration descriptive de cette nouvelle espèce. Et cette planche-là doit pouvoir, normalement, si elle est bien faite, si elle est bien expliquée, être descriptive et quelqu'un doit pouvoir reconnaître la plante sans qu'il y ait de texte avec. Elle doit pouvoir se passer de texte. L'illustration doit pouvoir se passer de texte. Tandis que un dessin esthétique peut être juste botaniquement, il pourrait être scientifiquement juste, mais ne servira pas de description. Alors pourquoi est-ce que les technologies modernes, on pense à la photographie notamment, ou d'autres technologies plus poussées, précises d'aujourd'hui, ne peuvent pas remplacer les dessins scientifiques ? Parce que la photographie pourra montrer des détails, mais au niveau de la botanique, ça va être un instantané d'une seule image. Ça va être une seule plante, à un moment donné, un instant T. C'est-à-dire que ça va montrer qu'un seul individu. En revanche, quand on fait une description scientifique, il va falloir expliquer à quoi ressemble cette plante. Mais on ne va pas se contenter d'un seul individu, parce que si jamais une chenille est passée par là, elle aura mangé peut-être une feuille ou 2 feuilles, peut-être que la plante aura moins bien poussé parce qu'il y aura eu une période de sécheresse ou une période de pluie, elle sera complètement différente. Alors que la science, c'est la description d'une nouvelle espèce, elle va
regarder, elle va observer énormément d'individus. Et c'est ces comparaisons-là des herbiers, des alcools, etc., où on va pouvoir se dire, ben voilà, sur les 50 individus qu'on a vus, on constate que c'est comme ça. Donc il y a tant d'étamines pour celle-ci. Ça va pas être une seule plante, ça va être un ensemble de données qui va servir à faire la description. C'est de la science. Merci Agathe. J'en profite pour vous dire peut-être d'éloigner un tout petit peu le micro Non, je suis désolée, j'ai pas l'habitude. Non, mais on s'habitue très vite, vous verrez. Mais en tout cas, voilà, ça pop, me semble-t-il. Et alors, dernière question, peut-être quand même avant de basculer dans l'histoire et de donner la parole à Valérie Chanzigo. Est-ce que vous-même, Agathe Evermans, vous vous sentez appartenir à une grande lignée de dessinateurs scientifiques en étant au muséum, encore plus peut-être? J'aurais pas cette prétention-là. Et en même temps, vous en faites partie. J'en fais partie. Je suis fan de beaucoup de dessinateurs du muséum. Dans les collections de Velin, j'avoue que je passerai des heures quelquefois à admirer les illustrations, parce qu'on a vraiment une très très belle collection. Bon, je dessine, ça me plaît, c'est fascinant, c'est passionnant. Chaque dessin est différent, chaque espèce est différente. Et c'est toujours un challenge chaque fois de l'illustrer. Après, de là à me comparer à ce qu'ils font, je n'aurais pas cette prétention-là. Ben, on l'aura pour vous alors. Valérie Chanzigo, un métier de valorisation des connaissances scientifiques qui a une longue histoire et d'illustres représentants, c'est vrai, liés à l'histoire des grandes expéditions souvent. Comment est-ce que vous-même, vous avez exhumé cette histoire des illustrations scientifiques en travaillant sur quel type d'archives? Quelles ont été vos sources peut-être d'abord? Le travail qu'on peut faire en matière d'histoire a été totalement bouleversé par l'arrivée du numérique et la numérisation des sources. Parce qu'on peut beaucoup plus facilement consulter un très grand nombre de documents qui mettraient un temps vraiment énorme à sortir des réserves, à compulser, à rendre aux réserves et à manipuler. Parfois, il peut s'agir aussi de documents fragiles, qu'on ne sort pas comme ça, qu'on ne manipule pas comme ça. Et c'est vrai que l'arrivée de la numérisation massive des sources bibliographiques a permis d'avoir une vision qu'on n'aurait pas été possible avant cette numérisation. Ça permet simultanément de consulter, par exemple, 120 ans de parution d'une revue et de voir l'évolution très rapidement de sa façon de présenter un sujet. Et clairement, mon travail est directement lié à cette manne que constitue la numérisation des fonds documentaires. Alors dites-nous, à quand remontent les premières images naturalistes? Alors, il faut s'entendre justement sur le vocabulaire. Je me suis intéressé aux illustrations compris comme étant des images imprimées. Une illustration, c'est pas un document unique qui est dans un tiroir, c'est un document qui va être reproduit et diffusé auprès d'un public. Typiquement, l'illustration, c'est les images qu'on voit dans les livres imprimés depuis le début de l'imprimerie. Or, quand on regarde l'évolution, on va voir une série d'images consacrées aux arômes. L'un des documents les plus anciens imprimés est un livre qui montre une figure d'arôme, c'est une plante commune de nos régions, extrêmement schématique. Et dans ce livre, d'ailleurs, ça va même plus loin, puisqu'on connaît une image qui est utilisée pour décrire deux espèces différentes de plantes, sans que ça heurte spécialement le lecteur, parce que le lecteur n'a pas du tout les mêmes réflexions, les mêmes références, les mêmes réflexes qu'on peut avoir, c'est-à-dire l'important, c'est le texte. C'est ça qui fait foi, c'est le texte, et pas du tout l'image, qui est au mieux un élément accessoire et décoratif. Les choses vont se transformer complètement avec la sortie d'un autre livre. Oui, parce que là, on a l'image de l'arôme avec le livre de Peter Schoeffer. Voilà, on peut avoir le document suivant. Alors... Merci. Ce livre d'Otto Brunfels, qui est un livre avec des images
beaucoup plus précise. Il y a une rupture, vous voyez, absolument complète dans la patte, la finesse, l'exactitude du dessin. Les illustrateurs ont été recrutés auprès d'élèves de Dürer, donc autrement dit, c'est un peu le nec plus ultra de l'époque. Et on sait par sa correspondance que le botaniste qui signe l'ouvrage est très mécontent de l'éditeur parce que l'éditeur accorde plus d'importance aux images qu'à son texte. Et il faut savoir d'ailleurs que les images vont être reproduites quasiment inlassablement sur plus d'un siècle, signe qu'elles ont eu un succès absolument indéniable, et pas du tout le texte du botaniste qui va être rapidement remplacé par des textes modernisés et plus précis. Il y a une particularité dans ces images, c'est qu'il s'agit, Agathe l'a expliqué tout à l'heure, d'individus. C'est-à-dire les plantes sont montrées avec tous leurs défauts. S'il y a une feuille cassée, une feuille trouée, eh bien en fait l'illustrateur a dû recevoir sur sa table la plante sortie de terre, il l'a représentée telle qu'elle. C'est un individu particulier avec toutes ses particularités, tous ses défauts qui ont été illustrés. L'ouvrage connaît un grand succès de librairie. Alors grand succès, il faut se replacer à l'époque, hein. C'est quelques centaines d'exemplaires, mais on sait que les gravures vont ressortir dans des formats variés, notamment plus petits, pour pouvoir toucher un public un peu plus large. L'ouvrage suivant qu'on va voir va introduire une innovation technique absolument considérable, puisque là, il ne s'agit plus, mais Agathe l'a fort bien expliqué tout à l'heure, d'un individu particulier avec tous ses défauts qui est montré, mais une chimère parfaite de l'espèce, c'est-à-dire que l'illustrateur, sous la conduite du botaniste, a assemblé des feuilles que l'on voit parfaitement, c'est-à-dire il n'y a pas un défaut de structure du feuillage qui empêcherait la lecture en quelque sorte de la feuille, et là on voit apparaître la première chimère en botanique. Si on continue cette exploration, oui. Le principe de la chimère, à partir de ce premier livre, va être la règle, la norme dans l'édition botanique. Et dès lors qu'il y a de l'illustration, c'est toujours des chimères qui sont montrées, jusqu'au moment où, document suivant, arrive... Je vérifie que je ne me trompe pas parce que j'ai un petit retour dans dans la vitre en face, c'est pas toujours très lisible. Et en fait, jusqu'à l'arrivée de la photographie. Parce que fait la photographie? En fait, inévitablement, la photographie montre un individu. Elle ne peut pas réaliser ce travail de création de chimère, même si la photo est profondément modifiée, comme l'une des premières photos d'Arôme. Image suivante. Dans le livre de Brunfeld, il y a donc ce premier livre qui va introduire ce principe de la chimère. Il y a également deux images extrêmement importantes. La première, celle de gauche, montre le botaniste en chef, Brunfeld. C'est assez classique, on va retrouver des portraits des savants à l'auteur des ouvrages naturalistes de façon assez régulière. Mais par contre, les autres portraits sont tout à fait exceptionnels parce que ce sont les illustrateurs. C'est la première fois qu'on les voit apparaître. Et d'ailleurs, si on les voit apparaître, ça veut dire que pour l'éditeur, c'est une sorte de bonus auprès du lectorat, c'est-à-dire ça montre en fait l'investissement qui a été fait au point d'immortaliser la figure de ces illustrateurs. Mais c'est la dernière fois qu'on en voit. Parce que effectivement après, vous pourrez parcourir toute l'édition botanique, on ne voit plus jamais la face d'un quelconque illustrateur. Il faudra attendre, je pense, le XXe siècle pour qu'on ait à nouveau des illustrateurs qui soient montrés. Et c'est vraiment intéressant de voir que cette création d'un nouveau modèle d'illustration botanique
s'associe aussi avec cette valorisation très rare, en fait, du travail de ces illustrateurs. Et des acteurs divers et variés. Là, on voit des femmes. Vous avez retrouvé dans l'histoire des illustrations, je crois, Valérie Chanzigo, le fait qu'on retrouve souvent des femmes qui travaillent aussi dans les équipes. Elles ne sont pas forcément présentes. Oui, c'est en fait, ça paraît un peu plus loin. Oui, on peut. Non, c'est que... Spontanément, je voyais l'image de la femme et je me suis dit, non. En fait, si on s'intéresse par exemple à l'illustration botanique au XIXe siècle, on se rend compte que beaucoup d'ouvrages sont parus au nom de botanistes hommes, mais ont été illustrés par les épouses, les filles de ces botanistes. Elles ne sont pas forcément reconnues comme des créatrices importantes. Leur nom n'apparaît pas sur la couverture. On connaît qu'un seul exemple dans le domaine des oiseaux, mais c'est vrai que la place de ces femmes comme petites mains était importante. Pourquoi? Parce que l'accession aux formations artistiques pour les femmes était ouverte. Vous vous souvenez en fait la remarque de Rousseau qui estimait que la botanique était à peu près la seule chose que les femmes pouvaient aborder, sinon elles risquaient une sorte de burn-out, qu'il fallait vraiment les éloigner de toute pensée un peu plus compliquée que la botanique, ce qui est à la fois méprisant pour les femmes et la botanique. Et donc, en fait, les femmes n'avaient pas le droit de, l'ouverture des carrières scientifiques, notamment en botanique, mais pas seulement, était rigoureusement fermée. Il y a des sociétés botaniques qui ont dû attendre le XXe siècle pour voir leur rang s'ouvrir pour les femmes, et même lorsqu'il y avait des femmes, celles-ci ne faisaient pas paraître d'articles. Donc, en fait, il y a une discrimination extrêmement forte, et on retrouve des femmes, certes, mais à des strapontins, en fait. Elles jouent le rôle de petites techniciennes non rémunérées au service de la gloire, soit de leur mari, soit de leur père. Alors, qui commande ces illustrations? Des collectionneurs, des scientifiques? Parce qu'on sait quand même que l'illustration scientifique, alors objet de science, outil de popularisation des connaissances, était aussi cet élément rare, souvent réservé à des collectionneurs fortunés, parce que ça coûte quand même une fortune. Alors, si on pouvait voir voilà, il y a un arbre généalogique. Voilà le fameux arbre généalogique. Alors, je vous l'explique rapidement. Sauf que vous ne voyez pas du tout les couleurs. De toute façon, il faudra imaginer, il y a deux types de couleurs pour les cases qui ont manifestement disparu, et en fait ça permet de repérer qui fait quoi. Mais j'avais une image qui montrait la cabine d'un bateau, j'aimerais bien m'y arrêter juste un instant. La voilà. Voilà. C'est le frontispice d'un récit, d'un compte-rendu de voyage scientifique publié en Allemagne. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit la science se faire. Et dans cette science en train de se faire, on voit une diversité de rôles. On voit le scientifique qui étudie effectivement les spécimens. On voit les petites mains qui rendent la science possible en ramassant par exemple ou en préparant les spécimens. Et on voit effectivement la figure de l'illustrateur. Il y a d'ailleurs même un enfant qui reçoit l'enseignement. Donc on voit bien que c'est une image qui présente tout le cadre de l'activité scientifique, de la collecte des spécimens, leur conservation, la reproduction par des images pour faire connaître les nouvelles espèces, la transmission de la science à travers cette figure de l'enfant. C'est vraiment une image qui montre le fonctionnement. Et ça, dès la Renaissance, ces choses commencent à s'assembler au point où on arrive à un fonctionnement qui paraît aujourd'hui tout à fait classique. Agathe, sur ce dessin, vous vouliez réagir peut-être? Parce que vous avez l'œil aussi de la spécialiste, vous avez repéré des choses. J'avais repéré les boîtes anciennes des botanistes qui sont en haut à droite, accrochées au plafond. Actuellement, nous, ce serait plutôt des 4x4 ou des minibus pour remplacer le bateau, et on les remplit avec des herbiers, des parts d'herbiers. Ça sort à la fin du voyage. En général, on a les pieds sur les parts d'herbiers et on bourre à la place de nos bagages, mais c'est la même chose un peu plus rapide. Et aujourd'hui, les illustrations botaniques coûtent aussi extrêmement cher? Non.
Hélas, non. On voit des scientifiques ça dépend. devoir financer parce que des éditeurs ne veulent pas d'illustrations parce que ça rajoute un coût quand même au livre. Alors oui, pour les illustrations scientifiques qui seront dans des revues, les scientifiques vont publier un article, mais ils vont être obligés de payer pour pouvoir rajouter des images à leur article. Et quand c'est une illustration en noir et blanc, ça coûte moins cher que si c'était des photographies ou des dessins aquarellés. Oui, après, on n'est plus dans les mêmes sommes on est siècle précédent, mais malgré tout, ça génère quand même un coût. Après, si on rajoute le coût des missions de terrain, là, effectivement, s'il n'y a qu'une nouvelle espèce qui sort, c'est vrai que ça peut relativement coûter cher, mais c'est variable. En fonction des missions de terrain, si c'est multidisciplinaire, si on se promène avec des entomologistes qui, eux, vivent plutôt la nuit, nous, on vit le jour, on arrive à faire des trucs sympas. Valérie Chanzigo, vous vouliez réagir ? Non, c'est que cet aspect financier a toujours existé. C'est-à-dire que dès la Renaissance, d'ailleurs, c'est vraiment des entreprises économiquement d'ailleurs assez incertaine, parce que quand on commence à faire paraître des ouvrages illustrés, il y a le travail effectivement des illustrateurs, toute la question de la réalisation des gravures qui vont permettre d'illustrer les ouvrages. Et si c'est en couleur, il faut imaginer que jusqu'à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, tout est coloré à la main. C'est-à-dire on imprime une gravure en noir et blanc et on va ajouter 5, 6, 10, 20 couleurs supplémentaires sur chaque exemplaire. Donc imaginez un ouvrage de 200 pages tiré à 200 exemplaires, ça fait quand même un sacré travail. Et c'est des entreprises qui coûtent de façon, c'est vraiment très cher. Par exemple, un ouvrage, alors j'avais travaillé plutôt sur les oiseaux, mais les oiseaux d'Australie ou d'Angleterre de John Gould, qui doit être en 5 ou 6 volumes, ça représente, quand on voit le coût de l'époque, si on le rapporte au coût d'aujourd'hui, au prix d'une voiture haut de gamme, qui doit représenter quand même à l'époque plusieurs années de salaire d'un maçon, par exemple. Alice Lemaire, on a très envie de plonger avec vous dans les fonds, les collections justement d'illustrations botaniques qui sont à la bibliothèque du Muséum. J'ai cru comprendre que cette bibliothèque, elle fait partie des 3 plus grandes bibliothèques au monde. Oui, c'est ce qu'on dit. La bibliothèque du Muséum fait partie des 3, avec, évidemment, on ne sait pas trop qui est premier, mais enfin, en tout cas, les 3 plus grandes bibliothèques sont celles du Muséum d'histoire naturelle à Londres et puis celle à Washington de la Smithsonian Institution. Voilà, donc bon, peu importe. L'important, c'est vraiment la richesse des collections pour toutes les époques qu'on vient de décrire, avec une forme d'exhaustivité. Le Muséum d'histoire naturelle a une position nationale, bien sûr, et aussi internationale pour l'épaisseur, la richesse, la profondeur de sa documentation. Dans les différents siècles. C'est une institution qui a bientôt 400 ans et la bibliothèque a été créée en même temps. Donc ça donne une idée de la richesse. Donc vous nous avez préparé quelques visuels pour donner une idée aussi de ces trésors. Alors, on parle d'illustration botanique aujourd'hui. La bibliothèque du Muséum, forcément, puisque là, à la fois comme Agathe et Valérie l'ont dit, l'image est indispensable pour l'histoire naturelle. Donc bien sûr, dans la bibliothèque du Muséum, on a un très très grand nombre d'illustrations naturalistes. C'est la particularité de la bibliothèque. Donc tous les ouvrages dont on a parlé, tous ces livres très chers qui existent en quelques vingtaines, centaines d'exemplaires, évidemment font partie de la bibliothèque qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, très riche. Mais la bibliothèque a aussi la particularité de comporter un très grand nombre d'originaux, de dessins qui témoignent de toute l'activité scientifique de l'établissement depuis 4 siècles et notamment de tout ce travail des illustrateurs et illustratrices qui ont travaillé au Muséum et dont Agathe fait évidemment partie de cette filiation-là, quoi qu'elle en dise. Donc énormément d'originaux, puisque donc pour la science, tu l'as dit tout à l'heure, pour qu'une espèce existe, il faut qu'elle soit dessinée. Donc bien sûr, il y a autant de représentations artistiques dans cette bibliothèque que dans un... Donc dessins aquarellés, dessins à langue de Chine, vélin, peinture à l'huile. Qui vous sollicite ou qui peut les consulter ?
Alors la bibliothèque est publique, c'est la bibliothèque du muséum, donc on pourrait penser qu'elle est réservée aux étudiants, aux professeurs ou aux chercheurs du muséum. C'est évidemment un public privilégié, mais c'est une bibliothèque tout à fait publique, et nous servons des publics très différents, à la fois du grand public, des chercheurs, des étudiants, je l'ai dit, mais aussi des artistes qui viennent s'inspirer de toute cette matière. Et donc voilà, donc on a évoqué tout à l'heure la collection des Vélins, on a vu passer quelques images, je crois, un peu vite, qui est sans doute, si on parle d'illustration scientifique au muséum, la collection iconique qui, depuis 4 siècles, est un peu la quintessence de l'illustration, avec des témoignages des grands noms de l'illustration du muséum. Un exemple justement sur l'écran. Et cette collection aussi traduit toute l'évolution du dessin scientifique qui a été évoquée par Valérie, puisqu'elle existe depuis 4 siècles, donc forcément, elle traduit aussi l'évolution à la fois de la botanique pour la partie botanique et du dessin. Donc on comprend bien le lien entre art et science, pourquoi l'art est indispensable à l'histoire naturelle. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que c'est un métier historique, donc, et puis des pays aussi arpentés selon les époques, comme au temps des colonies. En fait, à chaque époque, ses préoccupations et ses quêtes de savoir, et finalement, ces illustrations nous donnent aussi des éléments sur la découverte du monde, qui se lit dans les planches et les dessins. Oui, tout à fait. Les plantes, à mesure qu'on les découvre, et on les découvre avec toutes les grandes explorations, notamment l'âge d'or du 19e qui était cité par Valérie, entrent dans les collections par les dessins, et ça dessine, si on peut dire, toute cette histoire de la découverte des différentes parties du monde, enfin par les plantes. Valérie Chanzigo, sur le fait que effectivement ça témoigne aussi d'évolution de société, parce qu'on n'y pense pas forcément, mais il y a aussi dans ces collections des représentations d'espèces à jamais disparues aussi. Alors au-delà des plantes, on peut penser au dodo de l'île Maurice, avec des illustrations heureusement et des documents uniques, mais c'est aussi la vertu de ces magnifiques dessins. Au même titre que la collection des spécimens, la collection des images, illustrations, ouvrages et autres, ça permet d'avoir une mémoire de ce qui existait à une époque et qui parfois a disparu. Par exemple, j'avais pu retracer l'histoire de l'intérêt pour les orchidées tropicales au XIXe siècle, qui était un intérêt extrêmement destructeur. Par exemple, pour les orchidées épiphytes, c'est-à-dire des orchidées qui poussent sur d'autres plantes, parce que c'est une façon économique d'accéder à la lumière, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Pour en rapporter 200, 300, 500 exemplaires de la même espèce, on coupait les arbres, parce que ça évitait d'avoir à grimper sur les arbres. Imaginez bien que ça a une cause de destruction absolument phénoménale, et on connaît une espèce qui a disparu certainement suite à cette pratique. Et j'avais trouvé à la fois le texte de l'époque du milieu du 1870 environ qui dénonçait ça, et la première image de description de l'espèce qui était parue dans une revue de botanique, qui était tirée en fait de cette surexploitation de la nature, et ça permettait de renvoyer les deux choses. Ça sert aussi à ça. Agathe Ebermans, allez, dernière petite question avant de donner la parole à notre public présent et nombreux. Est-ce que vous avez cette conscience, en tout cas, du rôle que vous jouez aussi? C'est un rôle de témoin qui renseigne une époque, et peut-être que vous pouvez nous donner un exemple à travers une de vos missions sur le terrain de ces enjeux pour vous. Je crois que notamment vous avez travaillé sur des bananiers ou des bambous, des euphorbes. Il y avait quand même aussi des intentions, une mission aussi derrière les planches scientifiques que vous avez réalisées. Déjà, inventorier le vivant, savoir ce qui se passe autour de nous, savoir ce qui existe, le connaître, le nommer pour pouvoir le protéger déjà. C'est déjà la base de tout. Et après, à partir du moment où la plante ou autre chose, une crevette ou n'importe quoi, aura un nom, on sera capable de dire, ben voilà, il pousse à tel endroit, on pourra étudier l'écologie qu'il y a autour, on pourra
regarder au niveau de l'ethnobotanique si c'est intéressant aussi. Enfin, c'est un ensemble, hein. Si les choses ne sont pas nommées et décrites, elles n'existent pas. Donc à partir de là, il faut inventorier tout ça, il faut savoir ce qui se passe dans le monde. Des zones qui sont déjà détruites, par exemple à Madagascar, il y a des zones complètes qui sont des forêts entières qui sont décimées régulièrement, et on retrouve par rapport à d'anciens herbiers les localités, et on se dit bah là il y avait une forêt, bah là il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, c'est un champ complètement brûlé, il n'y a vraiment plus rien. Alors que bah là, il y avait une magnifique orchidée qui était là, qui existait, qui n'existe plus, parce qu'elle avait un microbiotope, elle était à cet endroit-là. Et bien, ça sert aussi à ça, de savoir quel est le nom de la plante. Et puis l'herbier, justement, qui est très ancien aussi au niveau du muséum, permet de voir s'il y a eu des évolutions au niveau de la biologie, au niveau de la dégradation des milieux. Et ça, c'est intéressant. Moi, j'ai surtout le côté aussi d'enseignement, c'est-à-dire que transmettre aussi la valeur du dessin, parce que il y a le dessin, il y a la technique du dessin, mais il y a aussi 70% de la valeur d'un dessin qui est de l'observation. Donc à partir du moment où les gens observent, comprennent, regardent, ils s'y intéressent plus. Ils font plus attention à ce qui se passe autour d'eux, et ils vont pouvoir mieux le dessiner. Un beau dessin, c'est quelqu'un qui l'a bien regardé, qui a regardé l'objet, qui a fait tout le tour, qui a compris comment c'était organisé, comment ça fonctionnait, qui va le dessiner, mais qui va se mettre dans la tête de quelqu'un qui l'a jamais vu. Et donc son dessin doit être explicatif, il doit montrer, pour que quelqu'un qui n'a jamais vu cette plante-là se dise « Ah, mais oui, si je vois ce dessin-là, je serais capable de la reconnaître après ». Donc c'est une explication que j'ai envie de transmettre aussi aux gens, apprendre les techniques, apprendre. C'est aussi pour ça que je fais de l'enseignement aussi en dessin scientifique et en dessin botanique artistique. Voilà. Agathe Lemaire, ça me permet juste de vous poser cette question. Le muséum a toujours été un établissement où il y avait une école justement de dessin ? Oui, c'est important de le dire. Effectivement, l'enseignement du dessin scientifique, dans la mesure où l'illustration est si importante, comme on l'a dit, existe depuis le Jardin du Roi, depuis le XVIIe siècle. Il y avait un peintre du roi dès 1666. Ensuite, au moment où le Jardin du Roi est devenu le Muséum national d'histoire naturelle, il y a même eu une chaire d'enseignement du dessin qui a été créée. Cette chaire n'a eu qu'une existence assez courte finalement, puisqu'elle s'est arrêtée en 1822, mais néanmoins la fonction de maître de dessin a perduré, et on continue à enseigner le dessin, puisque c'est vraiment un outil du naturaliste. Un métier qui s'apprend encore aujourd'hui et plus que jamais nécessaire. Allez, les questions parmi vous, n'hésitez pas, levez la main, il y a des micros qui se tendent. Là déjà, une personne tout en haut, j'ai repéré, oui, deux, trois autres personnes. Allez-y. Bonjour, c'est une question pour Madame Havermans. Je voudrais savoir si vous avez quelque chose à craindre de l'intelligence artificielle. Oui, bien sûr. C'est grave. Tout le monde a vu Terminator. Pas forcément, finalement. Parce que, en fait, si on ne nourrit pas l'intelligence artificielle avec justement toutes les informations qu'on va avoir au niveau des photos, des herbiers, etc., l'ordinateur ne sera pas forcément capable de faire cette chimère-là représentative de cette nouvelle espèce. Ah, bien, c'est rassurant. Mais j'ai vu sur Pinterest, par exemple, parce que je compulse beaucoup d'images, des chimères de plantes. Je dis, oh, elle est incroyable cette plante, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas. Puis non, ça n'existe pas. C'est vraiment des choses qui ont été bricolées avec des images, mais c'est tellement bien fait que c'est bluffant. C'est bluffant. Je me permettrai une courte question encore ici. Les dessins tels que vous les avez présentés à l'exposition dans la Grande Serre, voilà, ce niveau d'exécution, vous
vous arrivez à le faire comme ça, sur un genou, sur un bateau ou dans un camion? Non. Pratiquement. Non. Une grande partie. Alors Agathe répond si. Si. Non. J'en fais une partie, surtout sur ce qui est frais. Par exemple, on n'a pas la photo du... voilà. Là, je suis dans un bas de minibus et je me suis posée pour faire l'inflorescence d'un bananier. Donc, je vais en faire un maximum. Mais je vous rassure, les papiers sont toujours abîmés, tachés. Ça, c'est sur un bateau. Là, c'est en haut de la montagne, on est allé grimper complètement pour aller voir des euphorbes. Donc, on s'adapte. Mais je vous assure, les feuilles sont complètement abîmées quand on rentre de mission parce que c'était dans les sacs à dos, parce qu'il a plu, parce qu'il y a des mouches écrasées dessus, enfin, ou des moustiques ou des trucs. Donc, de toute façon, on doit tout refaire au propre après. Et quand c'est un dessin scientifique, on va rajouter d'autres informations. Donc, on refait au propre. Mais ça veut dire que ces dessins abîmés avec toutes sortes de vivants aussi que vous ramenez, vous en faites des archives, vous les déposez ou pas? Non, j'ai honte parce que c'est moche, alors c'est... Ce sont des témoignages du métier, justement. Ce sont des témoignages, oui, c'est vrai. Ce sont comme des refs, comme des esquisses. C'est des sketchs, oui. Vous en servez ensuite pour faire le dessin final. Oui. D'accord. Merci beaucoup et bravo. Merci. Je vais porter des originaux si vous voulez regarder après. J'en ai quelques-uns, comme ça vous verrez la différence entre celles qui sont imprimées dans la serre, parce que ce sont des formats qui ont été énormément agrandis. Voilà. J'aimerais juste ajouter, pardon Aurélie, j'aimerais juste ajouter tous ces croquis qu'on peut considérer comme moches, ça fait la richesse des bibliothèques. Le message est passé. Le message est doublement passé auprès d'Agathe. Je crois qu'il y a eu une personne et puis ensuite d'autres que j'ai repérées. Allez-y. Bonjour, merci. J'avoue que j'ai une question, mais avant je vais me permettre aussi de réagir par rapport au point d'intelligence artificielle en tant que humble collègue dessinatrice. Il ne faut pas oublier ce qu'a dit Madame Evermans, qui est simplement que le dessin botanique est basé à 70% d'observation, mais pas que d'observation. Il y a aussi un caractère sensoriel et un caractère de transmission. On fait du dessin d'humain à humain. Et je pense que c'est le plus important. C'est pas que des images qu'on regarde superficiellement, c'est des images que l'on ressent et que l'on vit. Voilà, ça c'était ma petite contribution. Maintenant, pour l'aspect question, j'ai une question qui est assez matérialiste. Seriez-vous d'accord pour partager vos conseils pinceaux et aquarelles? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous utilisez? J'ai vu que vous aviez une palette extrêmement large, quasiment plus que toutes les nuances de l'arc-en-ciel. Tout de suite ou en off? Comme vous le souhaitez, peut-être que ça peut intéresser des personnes qui font de la peinture ici, j'en sais rien. Peut-être tout de suite, vous pouvez nous montrer, vous avez ramené beaucoup de choses avec vous. Je vous ai apporté... J'ai toujours une boîte d'aquarelle. Alors, d'habitude, j'ai un petit scotch et donc j'ai toujours des pinceaux, toujours mes pinceaux. Toujours des crayons, toujours dans toutes les poches en général. Mais le plus important, en fait, je crois, c'est mon nuancier. Parce que mon nuancier est rangé dans le même ordre que ma boîte d'aquarelle. Et quand je vois une plante, eh bien, par exemple, si je veux trouver une couleur, la couleur de quelque chose, je vais pouvoir le poser à côté et j'aurai mes références. En fait, je travaille de la même façon que ce que faisaient les anciens dessinateurs. Si vous voyez ce que faisait Rao, c'est pareil, il y avait des croquis, il y avait des sketchs comme ça, parce que les couleurs ne changent pas. Et quand c'est sec comme ça sur le nuancier, c'est la bonne couleur. Parce que la photographie va modifier surtout les rouges, elle va modifier les bleus. Et tandis que là, ce sont mes couleurs à moi que j'ai sélectionnées au fur et à mesure des années. Je sais que ce sont des couleurs qui ne bougent pas. J'ai le code couleur, j'ai la référence dans la marque dans laquelle je travaille. Et puis, elle évolue aussi. J'ai des manques là, ici, parce que je me suis dit que il y avait certaines couleurs que je voulais supprimer. Je change au fur et à mesure, ça évolue. Et voilà, donc c'est ça. Mais dans l'absolu, 6 couleurs devraient suffire. Dans l'absolu, il y a une méthode australienne qui s'appelle la méthode Wilcox, qui se contente que de 6 couleurs, de jaune, de rouge et de bleu. Voilà. Et avec ça, on est capable, normalement, de faire pratiquement toutes les couleurs. Alors, autre
Merci. Pour les réponses. Merci beaucoup. Autre question. Alors, monsieur, juste après, je crois qu'il doit y avoir 2-3 mains, mais je ne vous oublie pas. Il y avait qui en premier? Je crois madame au deuxième rang. Enfin, vous deviez être, en tout cas, dans l'ordre prioritaire, on va dire. Bonjour, je voulais donc vous faire 2 témoignages juste. Je vais commencer par le fait que moi je suis responsable artistique chez Nathan et que au début, il y a 25 ans, on utilisait beaucoup d'illustrateurs qui peignaient à la main et les scans étaient super chers parce qu'il fallait retravailler dessus et tout. Petit à petit, on fait travailler des milliers d'illustrateurs et on leur demande de dessiner à la main, mais de scanner et de passer les couleurs à la palette, ça va beaucoup plus vite. Et petit à petit, maintenant, on commence à intégrer de l'IA. Pas moi je pars à la retraite, hein, mais je pense que pour les illustrateurs, ça va devenir de plus en plus difficile d'être payé. Le problème, c'est qu'on cherche toujours à baisser les prix, comme on prend des milliers d'illustrations. Donc ça, voilà, c'est un peu triste, mais je suis désolée pour les jeunes. Et la deuxième chose, le deuxième témoignage, c'est que comme j'étais frustrée de ne pas dessiner, je me suis mis à dessiner beaucoup de dessins botaniques au Jardin des Plantes avec des groupes d'élèves, de débutants. Et j'avais une petite remarque à faire. C'est premièrement, les élèves que j'ai ont trouvé remarquables vos dessins et ils étaient très étonnés et agréablement étonnés de voir ça dans les grandes serres parce que c'est la première fois qu'on voyait ça. Et c'est très difficile pour nous de peindre parce qu'il n'y a pas de place en fait, il n'y a pas de table, même dans le jardin, c'est devenu. Avant il y avait des tables, c'est de plus en plus compliqué. On se fait tout petit, des fois on fait tomber l'encre, enfin, et ça serait bien d'en parler au jardin et si vous pouviez faire quelque chose justement pour élargir qu'on puisse vraiment que des amateurs puissent développer ça plus amplement. Les amateurs qui n'ont pas l'habitude de dessiner ou en marchant ou dans le fond d'un wagon, etc. Ouais, mais nous, c'est ce qu'on fait. Et... Je crois qu'avec un petit siège pliable et mais même en format, même avec ça, des fois, on a besoin juste s'il y avait juste des amateurs en tout cas, petites choses pour placer les feuilles. Et le message sera véhiculé. Probablement, en tout cas, pour les amateurs et les amoureux des dessins. D'autres mains qui se... oui, je crois que... Alors, il y a une personne... Et ensuite, il y aura monsieur. Monsieur, en tout cas, oui. Et voilà, la main se lève. Pardon. Et ensuite, il y aura 1 ou 2 autres personnes. Et questions courtes, si on peut. Oui. Désolée, pour satisfaire tout le monde, bien sûr. Allez-y. D'abord, un grand remerciement pour vos contributions respectives. Oui, ma question est la suivante. On ne peut s'empêcher de penser aux illustrations de l'éditeur Desrolles, qui a orné l'ensemble des classes de la France pendant des décennies. Et ma question est-ce que l'illustration de type Desrolles à visée pédagogique pour des niveaux de primaire ou du secondaire diffère dans sa nature de l'illustration à visée académique pour la recherche scientifique? Alors, qui veut répondre? Peut-être Valérie Chanzigo aura aussi des informations. L'une et l'autre? Agathe ou non, Wallis. Bon. Pour moi, ça participe de la même démarche. C'est le même... donc, je ne sais pas ce que vous allez compter. Valérie? C'est pas dans des techniques qui diffèrent que des objectifs. C'est-à-dire que lorsqu'on veut montrer de façon extrêmement fine que telle espèce a telle caractéristique au niveau des graines, au niveau de la structure de la feuille ou que sais-je, c'est des détails qu'on verra, je pense, jamais au niveau du primaire parce que là, ce qu'on va montrer, c'est des choses beaucoup plus générales, en fait. C'est pas tant la technique de l'image. Ce qui change aussi après, c'est la façon
de reproduction des images. C'est-à-dire les techniques d'impression utilisées autrefois pour faire ces planches, ce n'étaient pas les mêmes qu'on retrouvait pour la production de livres ou de revues. Autrement dit, les caractéristiques techniques de finesse, de type de traits, de gravure, etc., de mise en couleur, c'était pas du tout la même logique. Donc c'est surtout ces deux différences en fait. C'est pas une différence de nature, mais c'est plutôt une différence d'environnement dans lequel ça... Fonction aussi peut-être. De fonction, oui. Ouais. Alors, une personne là-haut. Juste rajouter et après on passe... C'est déjà... Non, allez, il y a une... Voilà, c'est juste par rapport à la question que monsieur a posée. Je suis dessinatrice pour l'édition scolaire, pour Nathan aussi d'ailleurs, j'ai travaillé un petit peu. Pour vous expliquer, en secondaire, par exemple, en SVT, on utilise énormément l'infographie tout simplement. Ça veut dire on réalisait des dessins sur ordinateur, avec des programmes comme par exemple Illustrator. Et même là, on peut faire de très très beaux dessins et très bien exécutés, très réalistes, mais le problème aussi c'est le prix. Donc l'édition scolaire paye de moins en moins. Et comme dit madame, oui, c'est déjà un problème pour les dessinateurs. D'ores et déjà, on utilise beaucoup moins de dessins faits par des dessinateurs infographistes parce que ça a un coût. Merci beaucoup. L'économie du livre. Il y avait une personne qui avait justement le micro. Allez-y, récupérez-le. Merci. Bonjour. Vous parliez tout à l'heure de l'intérêt des illustrations anciennes comme des archives de la biodiversité passée. Et je me demandais en fait comment vous évaluiez quand, parmi par exemple les fonds iconographiques au muséum, la validité des illustrations anciennes en tant que référence scientifique encore aujourd'hui, sachant qu'à une époque, les représentations s'appuyaient souvent sur des témoignages indirects ou sur les œuvres d'autres artistes, ce qui pouvait créer des biais. Je pense par exemple au dodo blanc, c'est le seul exemple qui me vient en tête. Mais comment vous faites en fait pour, à partir de savoir à partir de quelle époque ou de quel artiste est-ce que vous pouvez garantir une rigueur scientifique encore aujourd'hui? Est-ce qu'on peut répondre à cette question précise, Alice? Oui, il y a deux questions dans la question. Sur la rigueur scientifique, il y a évidemment toute une évolution que Valérie a évoquée, avec évidemment une normalisation du dessin scientifique qui s'est fixée petit à petit. Sur la validité des images, on peut aussi évoquer les types. Quand on décrit une espèce, on a un spécimen type et parfois ce sont les images qui sont les types. Ce qui montre que même une image ancienne, si elle a cette valeur-là, elle peut être toujours avoir cette importance de type. Mais sinon... Valérie? Je vais vous donner un exemple. Il y a un naturaliste français, Louis Renard, qui voulait absolument figurer des poissons des mers tropicales parce qu'ils ont souvent la caractéristique, une fois pêchés, ils perdent leur couleur. Ils ont des couleurs très vives qui disparaissent quasiment immédiatement après la pêche. Donc il a été dans l'est de l'océan Indien et il a dessiné énormément d'animaux marins avec des couleurs absolument extraordinaires. Sauf qu'il y avait un petit détail, c'est que c'était un très mauvais illustrateur. Et ces dessins sont géniaux parce qu'il y a une dimension fantastique incroyable. Et bien en fait, même des dessins aussi bizarroïdes que les siens, qui sont malgré tout très 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 beaux, ont été analysés par des spécialistes, des ichthyologues, qui ont pu reconnaître, déterminer de façon souvent assez précise la plupart des espèces. C'est-à-dire que même une image qui est imparfaite, qui est ancienne, dont on ne connaît pas le spécimen parce qu'on ne l'a pas forcément conservé, peut faire l'objet d'une détermination par des spécialistes. Pas forcément de façon très fine, tout dépend ce que l'on montre, hein, parce qu'il y a quand même des limites à l'exercice, mais c'est des choses qui sont possibles.
Allez, il nous reste 1 minute. Question courte, réponse courte. Une dernière. Qui lève la main? Oui, je vois une jeune personne. Pour Madame Havermans, j'ai une question. Vous disiez que l'illustration scientifique, c'est donner vie à un spécimen. Ma question, c'est à combien de spécimens est-ce que vous avez pu donner vie dans votre carrière et quel sentiment ça vous fait? Alors, Agathe. Je suis pas capable de compter parce que... C'est votre métier depuis combien de temps? Alors maintenant, ça fait une 20aine d'années. J'étais pas du tout dessinatrice avant. C'est un reclassement. J'étais soigneur de reptiles à la ménagerie avant. Et donc j'ai complètement changé de carrière. Je saurais pas dire. Parce que quelquefois on fait des séries complètes sur une famille qui va être renommée, redécrite. Donc là, ça va être une famille complète de plein d'individus. Là, je vais avoir toutes les eaux-fortes de Madagascar dans pas longtemps. On est en train de travailler sur tous les bananiers d'Asie, donc Vietnam, Laos, Cambodge, Chine. Les bambous aussi, parce que les bambous ont été décrits dans pas mal de pays, plusieurs fois en fait. Ils ont été décrits dans chaque pays avec des noms différents alors que c'est la même espèce. Donc tout est à mettre à plat, mais mon mari qui est botaniste est en train de bosser là-dessus. Je travaillerai après dessus sur les dessins. Il y a des espèces pour lesquelles ça va très vite parce qu'il n'y a qu'un seul individu dans l'espèce. D'autres fois c'est beaucoup plus long, d'autres fois c'est pas un inventaire, ça va être juste hop, paf, c'est magique. Le ravenal par exemple de Madagascar, au lieu d'en avoir qu'un seul, on découvre qu'il y en a 1, 2, 3, 4 et quelques. Donc c'est des publications à venir, il y a des projets. Je suis pas capable de dire combien j'en ai décrit parce que ça peut être aussi des dessins juste pour faire de la pédagogie, des choses descriptives pour participer à des fêtes de la science, des fêtes de la nature, des choses comme ça, par plaisir. C'est pas que pour des nouvelles espèces aussi. Voilà, je suis embêtée par cette question. Un dessin en particulier, une espèce nouvelle qui vous a saisi peut-être en guise de conclusion? Je suis très fière d'avoir 2 espèces qui portent mon nom, qui m'ont été dédiées. Une parce que j'ai fait le dessin, une autre parce que j'ai fait le dessin et parce que j'ai participé à la récolte et à l'herbier. Donc il y a l'Euphorbia agatei, il y a des petites feuilles en forme de cœur et qui n'ont pas de piquant. Et le Ravenala agatei aussi, qui est très beau avec des bractées pourpres que j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Et moi, je finirai par 2 citations. Une citation proposée par Valérie Chanzigo. C'est la phrase d'un naturaliste, John Ray. Voilà, elle s'affiche: un livre de botanique sans images serait comme un livre de géographie sans carte. Et puis, je vous cite Valérie Chanzigo, extrait de votre livre: plus qu'une fenêtre sur le monde vivant, les images naturalistes nous offrent en définitive un miroir sur nous-mêmes et sur l'intérêt que nous portons à la nature. Merci à tous, merci à toutes les 3. Merci beaucoup.